A priori, c'est enregistré. Voilà, oui, nickel. Donc, je partage. Je me permets, Michael, vous voulez bien couper vos micros? Enfin, je sens qu'il y en a encore quelques micros d'ouverts. Comme ça, on t'entend bien. Merci. Ah, là, leur truc. Il est là. Bon, j'ai plusieurs écrans devant moi. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien le PowerPoint en plein écran, en partage ou Oui, il s'affiche et est intitulé Itinéraire touristique balisé Reconnaissance. Merci, ok, très bien. Bah voilà, du coup, je commence. On démarre avec la conception d'un itinéraire touristique balisé. Donc, avant d'envoyer le dossier au commissariat général au tourisme, ici, le premier point, j'ai mis analyser l'offre existante. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a déjà, a priori, des itinéraires qui existent, qui sont déjà balisés sur votre commune, qui ont été reconnus par le commissariat général au tourisme, donc sur l'ensemble des communes que compose la maison de tourisme. Donc, analyser pourquoi, avant d'introduire une demande, de baliser un nouvel itinéraire, c'est peut-être de regarder ce qui existe sur votre territoire et s'il y a possibilité de requalifier les itinéraires qui existent ou bah, si on n'en a pas, du coup, oui, peut-être la création serait pertinente. Mais j'insiste sur ce point car il y a de plus en plus d'itinéraires qui se créent sur des territoires sans savoir justement s'il y en a déjà qui existent. Enfin, l'analyse, en tout cas, est manquante, a priori, dans les dossiers que je reçois. Parce que je vois beaucoup d'itinéraires au même endroit. C'est pas les mêmes, hein, mais je veux dire, voilà, c'est assez étoffé de manière territoriale et si c'était un peu plus dispatché, évidemment, il faut coupler ça à des points d'intérêt, à de l'attractivité. Évidemment, il ne faut pas baliser pour baliser partout sur le territoire, mais j'ai remarqué que ça faisait de temps à autre défaut. Et donc, l'analyse est assez importante et pour cela, j'ai mis deux pistes. Donc, il y a soit un extract pivot sur demande, donc un extrait, en fait, une extraction de pivot qui est donc la base de données régionale qui héberge toute la donnée itinérance, c'est pas que, mais toute l'offre touristique wallonne. Mais en tout cas, les itinéraires sont encodés dans la base de données avec des fichiers GPX. Et donc, moi, je peux faire une extraction de pivot, donc de GPX, par exemple, si, je ne sais pas, moi, la commune pour prendre un bon exemple, je ne sais pas, Amay, par exemple, qui est sur votre territoire, je pense, parce que si on veut créer un itinéraire à Amay, je peux faire une recherche des itinéraires qui existent à Amay et vous présenter ce qui est existant comme offre. Ça pourrait vous aider à créer des nouveaux itinéraires ou à justement requalifier l'itinéraire. Quand je dis requalifier, c'est un itinéraire, par exemple, PDS qui a été conçu dans les années 2000, j'invente, et ben, vous voulez peut-être modifier le tracé ou ajouter une petite boucle, ou c'est ça que j'entends par requalifier un itinéraire, pas forcément créer des nouveaux. Hein. Voilà, les itinéraires existants sont certainement bons. Donc, un extract est disponible sur demande en tout cas, même si, je précise, normalement, la maison de tourisme qui a la possibilité de suivre des formations, enfin, tout un chacun peut suivre des formations pour se familiariser avec l'outil pivot. Mais si voilà, la maison de tourisme est débordée, entre guillemets, n'a pas le temps, bah, je peux faire des extracts pivot sur demande, même si je vous encourage à vous former. Il y a des formations qui sont prévues. Maintenant que j'y pense, je vais vous envoyer le lien par rapport juste après la réunion des coordonnées, les coordonnées de la personne qui forme les opérateurs touristiques à pivot. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Je vais juste. Voilà. Voilà. Oui, c'est bon. Bonjour. Bienvenue. Donc, je disais. Oui, donc même si j'encourage les personnes à se faire former sur. La présentation est toujours bonne, hein, je pense que vous voyez toujours l'écran que j'ai dû. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez Oui. confirmer? Oui, oui. Ok, nickel. Donc voilà, je disais, même si j'encourage tout le monde à se faire former à l'outil pivot, donc à manipuler la base de données, à extraire des informations, cette possibilité existe, donc je peux vous fournir des informations de la base de données pour vous aider à créer votre offre. Le deuxième point ici, j'ai mis l'analyse. En fait, c'est voilà, c'est un site internet sur lequel, sur base d'un fichier GPX. Un fichier GPX, c'est quoi? C'est la balade, mais avec le tracé, le tracé numérique. Donc, que vous pouvez faire que vous pouvez mettre sur votre site internet, que les gens peuvent télécharger pour le charger dans leur montre connectée ou leur téléphone pour se faire guider. C'est un fichier GPX, enfin GPS en fait, mais voilà, c'est l'extension GPX qui est obligatoire. Hein, je vais le préciser tout à l'heure, mais donc chaque itinéraire doit disposer d'un fichier GPX pour qu'on puisse pratiquer cet itinéraire.
Donc l'analyse ici, pourquoi je parle de ça, c'est que sur base de ce fichier, ben, on va sur ce site internet et on peut, ben, je vais faire l'illustration, hein, ça va être plus facile. C'est un site qui est assez simple d'utilisation. Donc on importe un fichier GPX ici, comme vous le voyez là. Je vais faire rapidement l'exemple. J'avais préparé un fichier, justement une balade de Wii en plus, la balade du tumulus qui avait été reconnue récemment. Donc on ouvre le fichier GPX. Et en quoi c'est utile? C'est utile parce que voilà, on a une carte ici que je vais mettre en plein écran et en fonction de la couche que vous voulez. Donc là, on a l'itinéraire. Si c'est moins parlant, vous zoomez, mais sinon, vous avez également une vue satellite en haut à droite. Donc vous avez plusieurs couches de cartes. Donc je vais faire imagerie. Donc c'est pour dire que voilà, c'est une vue satellite et vous voyez ce qu'il y a comme itinéraire sur votre territoire. Ça va vous aider. Ben, voilà, vous savez que l'itinéraire il démarre ici. Il y a quelques informations et voilà, vous pouvez parcourir l'itinéraire et savoir ce qu'il existe sur votre territoire. Tout ça, c'est vraiment pour vous conscientiser à l'offre qui peut exister sur votre territoire avant d'en créer une nouvelle. C'est un outil comme un autre, hein, voilà, c'est un outil libre, gratuit, accessible via le net. Mais voilà, j'encourage les gens, en tout cas, les opérateurs à d'abord se concentrer sur l'offre existante. Et ça, c'est un des outils voilà, qui existe pour visualiser les itinéraires sur le territoire. Donc après, ici, je parle d'identifier les produits touristiques. C'est vrai que vous êtes à gauche, hein, je vais peut-être vous parler comme ça. Donc, d'identifier les produits touristiques. En fait, les itinéraires, ils visent plusieurs types de public. Il y a des itinéraires famille, peut-être plus sportifs, et peut-être des itinéraires donc famille pour des randonneurs aguerris. Ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, le dénivelé, la distance. En fonction des informations principales de l'itinéraire, vous avez déjà une idée normalement de savoir à qui s'adresse cet itinéraire. Un exemple simple, un itinéraire pédestre de 6 km, ça va se faire tranquillement le week-end. Ce sera peut-être pas le public des randonneurs aguerris qui vont s'embêter sur 6 km, qui veulent peut-être vraiment marcher et voir du paysage et se dépenser. Donc, je dis ça pour segmenter un peu l'offre, pour rencontrer plusieurs demandes sur le territoire. Donc, si vous voyez que vous avez déjà pas mal d'itinéraires vélo de petite distance, peut-être créer une offre qui existe moins. Regardez s'il ne faudrait pas faire des plus longues distances ou c'est un peu diversifier l'offre que vous avez. Et ce sera de nature à qualifier l'offre sur le territoire et avoir une offre diversifiée, forcément. Donc ça, c'était pour la partie conception. Ce sont des petites pistes, des petites suggestions que je vous donne ici. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà, c'est des petits réflexes à adopter, je pense, qui peuvent être utiles. Donc ça, c'est la partie conception. Évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Moi, je ne vais pas faire beaucoup de slides pour vous noyer d'informations. Ce sont des pistes sur lesquelles je vous lance. Et voilà, on pourra, si vous voulez, rebondir là-dessus plus tard. Catherine, si je peux te demander de surveiller peut-être qu'il lève la main, ce serait pratique pour moi parce que je suis en plein écran. Voilà. Je regarde. Ok, merci. Bon, on va passer à l'étape reconnaissance. En fait, une fois que voilà, vous avez conçu l'itinéraire, donc vous avez donc repéré l'endroit où vous voulez créer l'itinéraire touristique balisé, vous l'avez testé idéalement. Donc pour ne pas le construire au travers d'un site web, le GPX, car le tracé GPX peut se construire sans aller sur le terrain, hein. Et sur une carte, vous tracez les lignes. Évidemment, c'est pas la méthode que je conseille, mais ça peut se faire. Sinon, l'idéal, c'est de tester, de créer l'itinéraire, de marcher sur l'itinéraire ou de prendre son vélo en fonction du type d'itinéraire que c'est pour se rendre compte s'il est vraiment intéressant, si ça vaut la peine. Donc, du coup, voilà, vous le testez. Vous avez un fichier GPX que vous pouvez constituer, comme je l'ai dit, soit par le net, soit par une application, un logiciel, soit avec votre montre ou votre GSM. Vous marchez, le GSM, l'application peut prendre le tracé GPX. Des applications existent pour ça, comme Strava, qui me vient en tête. Sinon, il y en a d'autres que vous pouvez facilement retrouver en faisant une simple recherche Google, hein, comment faire un fichier GPX. Enfin, vous aurez des applications gratuites. Si besoin, évidemment, par la suite, sur demande, j'enverrai une petite liste. Mais ça peut se trouver vraiment aisément et je pense sur le net, vous pourriez avoir des outils gratuits pour le faire. Donc, je disais, une fois que vous avez constitué ce dossier, donc vous avez un tracé GPX, vous avez parcouru la balade, il faut rentrer une demande de reconnaissance au commissariat général au tourisme. Et ça se fait via un formulaire bon, je l'ai mis ici, je l'avais mis à la base sur la présentation. Je ne vais peut-être pas le parcourir ici car c'est un formulaire assez simple, hein, simple dans le sens où on demande des informations sur l'itinéraire, le dénivelé, les informations techniques sur l'itinéraire, des informations sur le concepteur. Je ne vais pas le parcourir ici, comme je l'ai dit, mais voilà, si vous avez des questions lors de la complétion du formulaire, je suis tout à fait disponible.
pour vous accompagner dans cette procédure. Le formulaire est disponible, je ne l'ai pas renseigné ici, mais il est disponible sur le site balisage.tourisme Wallonie. Actuellement, il est disponible sur le site balisage.tourisme Wallonie. Dans la section, enfin voilà, vous le verrez dans la section documents. C'est un formulaire donc à renvoyer à l'adresse mail ici renseignée itinéraire.tourismewallonie.be. Ici, une petite précision, depuis le 1er janvier 2021, le formulaire doit passer par les mains, enfin doit passer par la maison de tourisme, ça peut être par mail, mais on a forcé les concepteurs à passer par la case maison de tourisme pour plusieurs raisons. Ben, la première, c'est parce que de toute manière, pardon, la maison de tourisme a le rôle de coordinateur, de faire la coordination de toutes les actions qui sont destinées à promouvoir l'itinérance sur son territoire. Ça, c'est un peu le côté obligation, mais voilà, je veux dire, c'est le Code wallon du tourisme qui a donné ce rôle à la maison de tourisme comme antenne vraiment du territoire, donc de la coordination, et aussi pour un peu canaliser toutes les initiatives. C'est-à-dire que, comme je l'ai précisé en début de présentation, pour ne pas se retrouver avec, ben voilà, moi, ma maison de tourisme a 27 communes, donc ben, je vais en créer 3 par commune, tout le monde sera content, entre guillemets. C'est pas vraiment la démarche à adopter, c'est plutôt la maison de tourisme a une expérience qu'elle peut faire profiter à ses communes, à ses syndicats d'initiative, à ses offices du tourisme. Et si elle se rend compte que l'opportunité de créer un tel itinéraire sur un tel endroit n'est pas très judicieuse, c'est le moment d'apporter une suggestion ou de donner des réserves. En tout cas, voilà, on souhaiterait que la maison de tourisme soit dans la procédure pour qu'elle puisse avoir son mot à dire et vu qu'elle est responsable de l'offre de manière globale sur son territoire, voilà, nous avons pensé que ce serait de nature à obtenir une offre plus qualitative sur le territoire. Donc, pour simplifier, pour résumer, toutes les demandes doivent passer par la maison de tourisme. La maison de tourisme ne doit pas être le concepteur, évidemment, mais dès que le dossier est prêt, formulaire, avec le tracé GPI, ce que tout est bien noté, faut passer par la maison de tourisme pour envoyer le dossier, et c'est elle qui se chargera d'envoyer le dossier à la région, enfin au commissariat général au tourisme. Le deuxième point, c'est les autorisations de passage et de balisage. Je n'encourage pas les concepteurs à faire passer l'itinéraire sur des parcelles privées. C'est le but de ces documents, mais par exemple, l'itinéraire passerait dans le jardin d'un propriétaire, enfin voilà, d'un privé, d'un particulier. C'est possible, ça arrive. Des fois, des points d'intérêt, des points de vue remarquables se trouvent sur une parcelle privée, justement, d'itinéraire. Donc ça arrive, ça existe, mais je n'encourage pas cette méthode. Je vous invite à éviter au maximum les parcelles privées, justement, de rester sur des zones publiques, parce que c'est plus facile à maintenir, disons. Voilà, c'est plus facile à maintenir, d'autant plus qu'une fois que cet itinéraire sera reconnu, il faudra le maintenir 8 années. Donc en l'état, il faut maintenir l'itinéraire 8 années en l'état parce que vous aurez des subventions en équipement, donc pour le balisage notamment, mais également pour les cartes de promenade. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pour dire donc éviter au maximum de passer sur des parcelles privées. Et si c'est inévitable, parce que ça vaut vraiment la peine de passer par là, évidemment, il y a des documents qui existent. Ces documents vont permettre aux touristes, aux usagers de passer, d'emprunter cette parcelle, vu que le propriétaire aura signé une autorisation de passage. Et dans la foulée, il aura signé une autorisation de balisage. Donc voilà, ce sera balisé, tout le monde pourra passer. C'est une possibilité, mais voilà, comme je l'ai dit, je le répète, je n'encourage pas cette méthode. Parce que si la maison est vendue, enfin le jardin, le terrain est vendu, ça peut créer des complications, je veux dire. Voilà. En tout cas, c'est possible, mais ce n'est pas non plus ce qui est encouragé. Pendant que je parle de passage, ici, à la conception, je ne l'ai pas précisé parce que ce n'est pas une obligation, mais si votre itinéraire passe en forêt, il y a lieu de contacter le département de la nature et des forêts. Donc le cantonnement local, enfin le cantonnement de chez vous, par exemple de la commune, pour demander un avis, pour consulter l'agent de cantonnement quant au tracé de l'itinéraire. Parce qu'il y a des zones protégées en forêt, il y a des zones, enfin voilà, des zones, comment dire, il y a des labels de nature comme Natura 2000, etc. Il y a des zones où on ne peut pas aller quand on veut, comme on veut, pour les périodes de chasse également. Donc, les agents de cantonnement du DNF sont au courant de pas mal de choses et ils pourraient vous conseiller à bon escient lors de la conception de l'itinéraire pour ne pas aller trop loin. Donc, dès la conception, dès que vous avez l'idée du tracé en tête, demandez un avis au DNF, au cantonnement. Moi, je demanderai l'avis, une fois que le dossier arrive, au quartier général du département nature et forêt. Mais si vous le faites dès la conception, ça va vous éviter de perdre du temps. Ça pourrait vous éviter de perdre du temps si vous vous rendez compte que vous passez sur une zone où il ne faut absolument pas passer parce qu'il y a des arbres protégés. Je ne sais pas pour diverses raisons, mais
En tout cas, il y a lieu de demander l'avis du chef de cantonnement ou d'un agent de cantonnement, peu importe, du DNF. Je pense que j'ai... Voilà, donc il y avait le formulaire, il y avait les autorisations, le cas échéant. Le DNF, donc dès la base et le début. Je pense que c'est bon pour ça, ok. Ici, il y a une petite nouveauté. Nouveauté pour les itinéraires VTT. Récemment, il y a eu un travail de requalification de la discipline VTT par M. Olivier Béard, qui est l'expert vélo du cabinet de Madame la ministre du Tourisme. C'est-à-dire que le VTT n'est plus considéré comme une discipline telle quelle. On ne peut plus dire VTT dans le jargon touristique. Ce sera soit du VTT, ce sera divisé en sous-catégories. Je vais faire rentrer la personne. J'ai reçu une demande de... Voilà, elle est partie, elle n'est plus là. Donc, le VTT sera considéré, donc sera segmenté. Les disciplines seront plus précises. C'est-à-dire que VTT, c'est vélo tout-terrain, mais quel type de pratique? Et ça, un travail a été réalisé par justement l'expert vélo pour identifier les pratiques qui en découlent de cette discipline. C'est-à-dire qu'on a de l'enduro, par exemple, du gravel, de l'XC. Un support a été produit que je vous enverrai par mail également avec le PowerPoint. Mais ça précise en fait qu'est-ce qui est un VTT et quel type de discipline on peut rencontrer. Du coup, un nouveau balisage a été mis sur pied, un balisage qui est pour l'instant en période de test. Ce nouveau balisage a été produit également par le cabinet, par l'expert vélo du cabinet. Donc ici, j'ai mis un... Là, je pense que je l'ai mis ici en fait. Hein. Je vais le parcourir avec vous. Ouais. Donc ici, c'est un document qui permet, je vais m'arrêter aux balises, mais en 2 mots, c'est un document qui permet au concepteur justement de se situer sur quel type de discipline il est. Donc une fois qu'il a l'itinéraire en question en tête, ben, il peut parcourir ce document et il se rendra compte. En fait, ça permet d'avoir une petite autonomie à la conception, car il y a des critères objectifs qui sont décrits. Donc ça permettra au concepteur ici de se dire, ah tiens là, je suis sur un itinéraire enduro en fait, vu que la distance est assez courte, on a un grand dénivelé. Donc ça, ce serait de l'enduro. Ça, ce serait du gravel. Enfin, c'est un document technique qui permet vraiment de se situer sur quelle discipline on est. Un document qui est disponible sur le site balisage également, mais que je vous renverrai par la suite. Donc on a les dimensions du nouveau balisage. En fait, c'est le même, intrinsèquement, c'est le même qu'avant. En fait, on a toujours les 2 cercles ici et le triangle, mais c'est le contenu qui va changer. Donc à l'époque, c'était 2 cercles, un triangle, et on avait des couleurs simplement pour différencier les balades, qui n'étaient pas associés à un niveau de difficulté à l'époque. C'était simplement 4 couleurs pour voilà, différencier les balades. Si vous en aviez 5, eh ben, il fallait jongler avec les couleurs et associer à des numéros pour que le touriste, le citoyen, l'usager s'y retrouve dans ces balades, dans ces cartes. Mais concrètement, le nouveau balisage il ressemble à ça. Ça, c'est un exemple. Oh, je vais descendre plus bas peut-être, c'est le moins... Par exemple, pour le gravel, donc on a comme avant, peut-être que les bords sont arrondis, c'est un peu plus design, disons, mais ça, c'est un détail. Surtout, le principal, c'est que nous avons donc les initiales de la discipline qui sont marquées sur la balise. Donc ici, gravel. C'est un autre exemple, ce sera du XC. Ce sont des disciplines donc, qui découlent de la pratique VTT. Et donc, pour ce balisage, ça, vous aurez l'occasion de parcourir le document. Je ne vais pas m'attarder énormément dessus parce qu'il est disponible en consultation sur le site. Mais c'est pour dire que c'est un nouveau balisage qu'il faudra tester, qui n'est pas dans le code wallon du tourisme. Et donc, par conséquent, actuellement, il n'est pas subsidiable. Donc, on ne soutient pas le financement du balisage actuellement. Parce que voilà, on ne peut pas, c'est pas dans la loi, c'est une période de test, ce sont des projets pilotes. Et en parlant de projets pilotes, actuellement, il y en a 2 qui sont effectifs sur le terrain. Il y en a plusieurs autres qui vont arriver, d'après les échos que j'ai pu avoir. Mais pour votre information, il y en a un à Spa et un à Bouillon actuellement. Et donc, c'est un projet composé de plusieurs pistes VTT. Donc, ça ferait, enfin, quand je dis plusieurs pistes VTT, plusieurs pistes de circuits de discipline VTT. Évidemment, c'est de l'enduro à Spa et c'est de l'enduro également à Bouillon. C'est un petit parc avec des itinéraires VTT. Il y en a 7 ou 8. Et donc, actuellement, là, 7 ou 8 itinéraires sur le projet, je veux dire. Sinon, il n'y a que 2 projets pilotes. Mais concrètement, les concepteurs, comment ils ont procédé? Là, ils ont financé le balisage sur fonds propres.
avec la commune, enfin, ils ont trouvé un mécanisme pour le financer et pour avancer les sous pour avoir le balisage. Ils ont fait la conception avec un acteur du monde associatif, donc du VTT, donc des pros du VTT, entre guillemets, comme ça ils étaient sûrs de leurs produits. Même si nous avons l'annexe que je viens de vous présenter ici, ils ont fait vraiment la démarche idéale. Ils ont co-construit le produit avec des gens du métier, entre guillemets, des VTTistes aguerris. Du coup, ils avaient un vrai produit, mais ils ont avancé les sous. Et courant de l'année 2022, a priori, ce serait plus vers le début. Mais oui, ce sera plus vers le début, mais on va dire courant du premier semestre 2022, le code Wallon du tourisme sera adapté pour intégrer ce nouveau balisage, justement. Donc là, la période de test, son rôle, c'est de tester, ben voilà, vous allez me dire, c'est de tester les balises, de voir si elles conviennent est-ce qu'elles sont en phase avec la réalité du terrain, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce que ça vaut la peine de les intégrer dans le code? Parce que là, en fait, ce sont des balises directionnelles. Donc, vous avez vu, hein, je vous ai montré XC en gravel, mais ces balises sont couplées à des nouvelles balises d'avertissement, d'information. Je peux peut-être vous remontrer, en fait, parce que c'est quand même intéressant. Des balises d'avertissement, à savoir, ben, il y a, dans certaines disciplines de VTT, il est... Hop, un petit message, je vais juste tenter d'ouvrir le fichier. Voilà. Donc, dans certains itinéraires, il est utile de prévenir les touristes sur l'itinéraire pour plusieurs raisons, hein. Si ça peut être un itinéraire multi-usager, de prévenir les piétons qu'il y aura des VTT et vice-versa, de prévenir les VTT qu'à un moment, ils peuvent rencontrer des piétons, donc il faut lever le pied. Ou alors, puisqu'il y a une descente qui est assez technique, bah, peut-être proposer une alternative. Donc, tous ces types de panneaux qui sont ici. Hop, hop. On y arrive. Les romans sont bien dedans, hein, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, balise d'avertissement, par exemple, ça ressemble plus ou moins à ça. Il y a des alternatives, voilà, ici. Donc, c'est soit pour prévenir d'un croisement d'itinéraire, soit un danger parce qu'il y a une descente technique. Enfin, du coup, la porte porte aller plus loin, mais voilà, tout type de danger. Un saut, une bosse. Ça peut peut-être vous étonner de voir ce genre de panneau, saut, bosse, mais dans la pratique dans les pratiques qui découlent de la discipline VTT, ben, évidemment, il y a des itinéraires plus techniques, voilà, plus spécifiques. Du coup, nous avons mis des nouveaux panneaux et donc ils sont également en test. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, si à la fin de la période de test qui n'est pas fixée, évidemment, hein, je vous ai dit, c'est courant 2022, premier semestre, mais si on se rend compte que certaines balises sont un peu obsolètes et qu'elles n'ont pas lieu d'être, bon, on va les retirer, on va regarder que ce qu'il y a d'efficace et ce qui est de validé pour les intégrer dans le code et après nous rembourserons, enfin, on va trouver un mécanisme après pour rembourser à hauteur du taux d'intervention légale que j'aborderai les concepteurs une fois que ce sera vraiment dans le code, quoi, une fois que ce sera du balisage normalisé, légalisé, entre guillemets, on pourra rembourser sur base des factures qui ont été communiquées au CGT, on pourra rembourser les concepteurs. Donc, c'était la petite nouveauté ici, petite parenthèse concernant le VTT. Concrètement, ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Michael, pardon, je peux juste compléter, en fait, en quatrième langue, je suis la collègue de Michael. Je vais juste compléter ce balisage test. En fait, ces projets pilotes VTT ont été aussi mis sur pied pour répondre à une problématique, celle des multiples usagers en forêt. Donc, on en a pas mal parlé, évidemment. On a eu un flux massif de visiteurs, de randonneurs et de multiples usagers en forêt. Bon, on a entendu parler dans les médias. Donc, ce projet pilote a été présenté aux tables rondes qui sont initiées par la ministre de l'Environnement Tellier, de façon à ce que à la fois le DNF soit bien au courant de ce que nous mettions sur pied, mais aussi les différentes associations de l'environnement, des propriétaires privés, aussi les conseils synergétiques. Donc, ce projet pilote, en fait, il n'est pas resté uniquement dans le giron du tourisme, mais il a vraiment été présenté à l'ensemble de différents acteurs, de tout ce qu'on peut imaginer, qui utilisent en tout cas la forêt. Donc, ça a été accepté, en tout cas, en tant que une des solutions, en tout cas, que l'on peut apporter pour ne pas effectivement, pour répondre en tout cas à la problématique des usagers en forêt. Les balises d'avertissement sont là aussi, d'une part, pour avertir l'usager, le VTTiste, mais aussi, il y aura des balises d'avertissement pour avertir l'usager, le pédestre, notamment qu'il peut se retrouver sur un itinéraire VTT et vice-versa. Donc vraiment, ce projet pilote, il est mixte. Il a la volonté de répondre à la problématique multiple usagers,
l'utilisation massive du flux qu'on a en forêt. On s'est rendu compte que, évidemment, si on avait des traces pirates créées par les VTTistes, c'est parce qu'on ne répondait pas à leurs besoins. Et que donc c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du tourisme ici pur. On a donc dû qualifier une discipline sportive pour répondre à cette demande, mais on est persuadé qu'il y a un énorme potentiel touristique derrière. Donc, il faut faire attention qu'on n'est pas en train de se dire, tiens, maintenant, le tourisme fait du sport. C'est pas ça du tout. C'est qu'on répond à une demande forte, on répond à un flux massif, on essaie de répondre à cette problématique de traces pirates, à ces tensions qui existent en forêt, mais on répond à une demande. Et cette demande, je vous assure que, en tout cas au niveau des 2 projets pilotes dont vous a parlé Michael, il y a un projet, il y a un potentiel touristique énorme derrière. Donc nous, évidemment, derrière ces traces qui sont très sportives, enfin, comme Michael vous l'a montré, on parle d'enduro, d'XC, etc. C'est un peu hermétique pour certains, mais on vous demande de construire un projet touristique autour. Et croyez-moi, la demande est là. Si vous arrivez effectivement à capter un public, ce public sportif chez vous, je pense qu'il y a vraiment moyen de l'associer au label Bienvenue Vélo, à essayer de démarcher aussi finalement des nouveaux labellisés en leur disant, bah, nous on a un potentiel, vous avez un parc naturel aussi chez vous, il y a vraiment des synergies à créer sur votre territoire. Il y a vraiment moyen de construire un chouette produit touristique autour. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Je te Ouais, laisse merci la main, Catherine. Mickaël. N'hésite pas, ouais, voilà, pour compléter l'information. Donc voilà, très bien. Pour la parenthèse VTT, c'est tout ce que j'avais à dire, entre guillemets, pour vous avertir. Enfin, donc concrètement, là, si vous avez un projet de VTT, peut-être nous contacter pour que je puisse vous mettre en lien avec l'expert vélo, justement, qui travaille pour le cabinet de la ministre. Et voilà, couplé aux documents que je vous ai présentés, on pourra vous accompagner dans la construction, vous prodiguer des conseils, vous donner des suggestions, peut éventuellement participer à des réunions, enfin, tout ce qui est en lien avec la conception du projet peut se faire accompagné de lui, ou tout, c'est pas obligatoire, mais je veux dire, voilà, si vous avez un nouveau projet VTT, je vous invite à me contacter, comme ça on part sur de bonnes bases et vous avez toutes les infos nécessaires. Je peux me permettre, Mickaël? Enfin, désolée. Oui, bien sûr, non, non, vas-y, c'est le but. On se complète, on a un binôme, hein. Ouais. En fait, je voulais juste insister sur un tout petit point. C'est dans le cadre de la requalification des itinéraires vélo. Donc, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'année avec les maisons du tourisme. Donc, l'idée est de moins mais mieux baliser. On s'est rendu compte, évidemment, en exportant, comme l'a dit Mickaël, la totalité des itinéraires vélo que nous avions, nous, en notre possession, sur chaque territoire de maison du tourisme. On s'est aperçu, enfin, en tout cas, les maisons du tourisme, certains se sont dit, tiens, on n'avait pas réalisé qu'on en avait autant. Donc l'idée n'est pas évidemment de recréer à tout va des nouvelles traces. Bien sûr, si vous vous rendez compte qu'il y a un endroit spécifique et qu'il y a lieu de créer peut-être des traces VTT, bien entendu, allez-y et contactez directement Olivier Béard. Nous, de toute façon, on va créer aussi un comité technique qui va vous aider à concevoir ces itinéraires. Donc, dès que vous en avez l'idée, on va créer ce comité pour vous accompagner. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de vérifier ce que vous avez actuellement. Quelle est votre offre actuelle? Qu'est-ce que vous avez, vous, sur vos communes, sur l'ensemble du territoire, en termes de VTT, même d'itinéraire vélo, hein, de manière générale, pour justement peut-être vous poser la question de, mais est-ce que c'est judicieux de conserver tout cela? Est-ce que je ne devrais pas peut-être aller sur le terrain, vérifier ce qui est encore praticable, les balises encore en place? Sachez que tout ce qui est dans la base de données pivot peut être à un moment donné archivé. Donc, si vous vous rendez compte, parce que vous connaissez vraiment bien votre territoire, que tiens, sur ma commune, c'est vrai, je le sais, il y a 3-4 itinéraires, ils n'ont pas été entretenus, je pense qu'on les a créés il y a 10-15 ans, ça arrive souvent hein, entre nous, ce n'est plus dans l'air du temps. On peut, entre guillemets, les archiver. Donc, on peut faire en sorte que dans la base de données pivot, on les archive, ça veut dire qu'ils ne sont plus publiés sur les sites internet, dans les applications mobiles, etc. On les garde au chaud le temps que vous ayez l'opportunité de les vérifier sur place, de peut-être réactualiser les photos, nous rendre les traces GPX ou tout simplement les rendre praticables. Donc ça, c'est une première chose à faire peut-être, c'est de se dire, voilà, on a fait des tas de choses il y a 10-15 ans, peut-être ça ne correspond plus à la réalité maintenant, de vous dire, voilà, sur mon territoire, j'ai ça, est-ce que c'est encore judicieux? N'hésitez pas, limite, à nous contacter, à nous donner les noms des itinéraires que vous ne jugez plus utile de promouvoir. Vous en discutez avec la Maison du Tourisme. On est là pour ça aussi, entre guillemets, pour vous aider quelque part à nettoyer et améliorer
votre produit itinérance. Donc, il y a la création de nouvelles traces, nouveaux produits. On est là pour ça, pour vous aider. On met en place toutes sortes d'outils, mais aussi, quelque part, d'aller nettoyer ce qu'on a fait ces dernières années et vous poser les bonnes questions. Donc, c'est deux choses différentes, mais concomitantes. Donc, n'hésitez pas. Je poursuis. Donc voilà, je passe au slide suivant, hein, c'était la partie VTT ici. C'est assez condensé, mais je l'ai déjà dit, je le répète, si vous avez des questions, soit après, soit pendant, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai préféré phaser un peu la présentation pour qu'on ait un petit peu de structure avec les différentes étapes. Donc, on a parlé de la conception, je reviens ici, avec tout ce qui s'ensuit, DNF, passage, GPX, et puis la reconnaissance en tant que telle. Donc, ça, c'est l'étape, la procédure de donner le dossier à la maison de tourisme qui va l'introduire au CGT. Donc, il y avait la parenthèse VTT. Et puis, après ça, une fois que l'itinéraire est reconnu, vous recevez un code de la région, c'est un code unique par itinéraire. Et ce code, voilà, il dit que l'itinéraire est reconnu par le CGT et ça, par le commissariat de tourisme, et ça ouvre le droit donc à divers subsides. Donc, pour le balisage, déjà, pour les balises sur le terrain. Donc, le CGT intervient à 60% du coût total du balisage. Quand je dis balisage, c'est tant la réalisation que la pose des balises. Quand je dis réalisation, c'est si vous allez éventuellement, je ne sais pas, faire appel au service d'un baliseur professionnel, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, si vous facturez ça, bah, ce sera compris également dans donc la pose et la commande des balises. 80% le taux sous certaines conditions. Ici, j'ai annexé un document qui va décrire les conditions à avoir, enfin les conditions nécessaires pour obtenir le taux à 80%. Comme je l'ai dit, ce document, je vous l'enverrai. Enfin, cette présentation, je vous l'enverrai, donc vous aurez les supports, même s'ils sont déjà sur les sites Internet. Juste ce document précisément n'est pas vraiment en tant que tel sur le site. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir les conditions pour passer de 60 à 80% en termes de taux d'intervention pour le balisage. Ou alors, voilà, je vais peut-être vous montrer où ça se passe, comme intéressant, comme ça vous savez si vous rentrez dans les clous ou pas. Ouais, décidément, ça va être un peu compliqué vu que c'est un Word. Enfin, voilà, pour retenir que j'ai un document qui va vous décrire les conditions. Il y a 4 ou 5 conditions à respecter pour avoir les 80%. Et on va peut-être pas le faire. Je vais peut-être pas l'ouvrir parce que avec les différents écrans, ça va être compliqué. C'est du texte assez petit, mais sachez que voilà, il y a des conditions que dans le document, vous pourrez prendre connaissance de ces conditions. Il y a un balisage de réserve également qui peut représenter jusqu'à 40% du balisage. Le but, en fait, de cette possibilité, c'est justement, bah, dès la conception, vous savez bien le nombre de balises que vous allez poser, enfin, et comment vous allez me dire. Mais en fait, dans le formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure, on vous demande de faire un relevé des balises. C'est-à-dire que, hop, quelqu'un qui veut rentrer, j'active ça. Voilà, c'est bon. Dans le formulaire, en fait, on vous demande un report des balises. Quand j'ai un report, c'est ben, vous avez le tracé, comme je vous l'ai montré, et vous savez où il y aura des carrefours dans l'itinéraire, des croisements, où est-ce que ce sera utile de mettre une balise directionnelle, où sera le panneau de départ. Et donc, ce relevé des balises qui peut se faire à main levée, hein. Vous avez juste une carte que vous imprimez avec même sur Google Maps, hein, vous mettez votre itinéraire avec le tracé GPX, comme sur en fait, le site que je vous ai montré tout à l'heure, et vous montrez les balises que vous allez mettre et où vous allez les mettre. Dans le formulaire, on vous demande également de quantifier le nombre de balises. Évidemment, si vous avez mis 40 balises et qu'il y en a 44 qui sont commandées, on vous soutiendra à hauteur de 44 balises. C'est la facture qui fera foi. Mais cette étape, en fait, permet de conscientiser le concepteur quant au nombre de balises qu'il faudra poser, le travail qui va en découler. Et donc, tout ça veut dire que vous aurez une idée normalement du balisage qui sera effectif sur le terrain. Et donc, vous pouvez déjà déjà acheter, dans le cadre de l'acquisition des balises, 40% de balises en plus. 40% de balises, donc la totalité des balises, 40% en plus pour justement l'entretien, entre guillemets. Donc, si vous vous rendez compte qu'après 2 années, le balisage est un peu abîmé, vandalisé ou peu importe, vous aurez cette possibilité de disposer de ces balises, mais qu'il faudra acheter en même temps que les autres, hein. Je veux dire, ça ne se fait pas en 2 étapes. J'attire votre attention sur ce point, c'est que ça doit se faire en une. Donc, dès que vous commandez les balises, ben, vu que vous avez dû faire un report des balises, ben, vous êtes censé savoir le nombre de balises. Donc, il faut les commander en même temps, je veux dire. Vous ne pourrez pas commander 3 années plus tard et introduire une subvention
au CGT pour cette commande supplémentaire. C'est destiné à l'entretien, même s'il n'y a pas d'enveloppe de subvention pour vraiment l'entretien des itinéraires, parce que ça, c'est que le balisage. Évidemment, s'il faut aller tondre ou alors un peu, je ne sais pas, aménager un territoire, là, je vous invite à trouver un mécanisme avec les administrations communales, des bénévoles, donc soit affecter, je ne sais pas moi, une fois chaque mois, un ouvrier communal ou deux, je ne sais pas, pour faire un tour sur les itinéraires, ou alors, ben, comme je l'ai dit, avec des bénévoles. En tout cas, il y a lieu de trouver un mécanisme qui va permettre d'entretenir l'itinéraire et de le laisser en l'état praticable, du coup, pendant au moins 8 années. Pour le balisage, moi je m'occupe concrètement avec Catherine, nous travaillons à la cellule itinéraire touristique balisée. Donc nous reconnaissons l'itinéraire, nous faisons l'aspect de promotion, je vais en parler un peu ultérieurement. Et donc tout ce qui a trait à la conception, à la reconnaissance, nous accompagnons ça, nous sommes en charge de la reconnaissance, mais tout ce qui est balisage, ça va chez nos collègues, donc à la direction des équipements touristiques. Ici je vous mets le contact dans le document, donc équipement.tourisme Wallonie. C'est une fois que votre itinéraire est reconnu, ça c'est l'étape suivante. Pour baliser, ben, vous allez chez mes collègues, et je vous ai un peu expliqué avec le balisage de réserve, le taux, mais ça se passera chez mes collègues, vous avez l'adresse de contact ici. Comme tout à l'heure, c'était équipement.tourisme Wallonie. Tout à l'heure, pardon, c'était itinéraire.tourisme Wallonie, maintenant c'est équipement. Voilà, on essaie que ce soit assez explicite. Donc c'est l'adresse de contact en bout de course pour aller demander le soutien pour baliser. Ici, j'ai mis comment baliser. En fait, je vous renvoie vers le guide du balisage. C'est un document qui est également disponible sur le site balisage.tourisme Wallonie. Donc là, il y a des suggestions, des manières de concevoir un itinéraire. Il y a quelques recommandations qui peuvent s'avérer pratiques. Enfin, j'espère en tout cas que toutes peuvent s'avérer pratiques. Mais je veux dire que ce document par là, il a été conçu il y a un petit temps déjà. Nous travaillons avec Catherine à une version plus allégée, plus concise, disons, donc peut-être moins long, mais avec plus structurée et en version web, disons, donc que ce sera consultable sur Internet directement, sur le site, et pas sous forme d'un PDF ici que vous allez devoir télécharger sur le site balisage et consulter. Il y a une table des matières, hein, c'est très bien, mais nous travaillons sur une nouvelle version, mais actuellement, celle-là fait plus que l'affaire. Et donc, si voilà, à la lecture du guide, vous avez des questions, évidemment, je vous invite à me revenir pour qu'on puisse en discuter et que je puisse essayer de vous guider au mieux. Mais donc là, il y a des techniques de balisage, il y a également des techniques de conception. C'est un guide du balisage voilà, qui est disponible et, sur le site balisage.tourisme Wallonie. Donc, on a parlé du balisage ici. OK. La dernière étape, en fait, c'est pas, voilà, c'est la dernière étape, oui et non, mais c'est l'aspect promotion. Donc, vous avez conçu l'itinéraire, vous l'avez balisé, tout un travail en amont a été réalisé. Et là, il y aura lieu de faire la pub de cet itinéraire, de le promouvoir. Ça se passe en plusieurs étapes. Enfin, en tout cas, voilà, il faudra déjà l'encoder dans Pivot, qui est, donc, comme je l'ai dit, la base de données Pivot, c'est partage de l'information et la valorisation de l'offre touristique. Pour information, voilà, c'est ça que ça veut dire Pivot. Donc, c'est toute l'offre touristique wallonne en matière d'hébergement, d'attractions, d'itinéraires, tout est dedans. Mais là, on va se limiter aux itinéraires vu que c'est notre matière et que ça nous concerne. Donc, on encode l'itinéraire. Moi, une fois qu'il est reconnu, j'encode cet itinéraire dans la base de données. Je lui attribue son numéro de reconnaissance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fameux numéro qui va donner droit à divers subsides. Et une fois que j'ai créé cet itinéraire avec le code, car c'est un champ bloqué, en fait, le code est réservé à l'administration communale. Donc, une fois que je le reconnais, ben, sur votre courrier de reconnaissance, dans lequel figurera le code de reconnaissance, il y aura également un code avec le code de la balade, donc ce code grâce auquel vous allez retrouver la balade dans Pivot. Pivot, c'est une base de données, c'est comme un site internet, hein, c'est comme le site de Zalando, Amazon, simplement c'est une base de données, mais vous tapez l'adresse que je vous enverrai et vous pouvez voir l'offre touristique qu'il y a dessus. Ce n'est pas une application qu'il faut télécharger. Je veux dire, c'est un site, c'est assez simple, il faut juste Internet pour y aller. Et donc, vous l'encodez après moi, entre guillemets. Moi, je l'encode une fois, je lui crée son squelette, je lui mets son numéro, puis je vous communique un code. C'est le code unique d'identifiant dans le site, dans la base de données. Et après, vous allez pouvoir encoder un descriptif commercial qui va vendre la balade, qui va un peu teaser, qui va faire la pub, qui va donner envie en fait aux gens qui seront sur votre site web de faire la balade. Mettre une image libre de droit pour illustrer l'itinéraire. Pourquoi je dis une image? Parce qu'en fait, votre site, c'est le deuxième point ici, votre site sera ou est peut-être, ou enfin en tout cas il est connectable
c'est pas une obligation, mais il est connectable à Pivot. C'est vivement conseillé par contre, mais c'est-à-dire que voilà, il y a un plugin. Un plugin, on va dire, c'est un bout de code, hein, pour faire simple, pour parler bien français, c'est un bout de code, c'est un mécanisme euh, qui va permettre à votre site de communiquer avec la base de données. Donc, dans la partie, j'invente, mais j'imagine que vous avez une partie se promener ou se balader sur votre. Je parle du site de la maison de tourisme, mais c'est valable pour le site de chaque administration communale, hein, je veux dire. Mais vous avez sûrement une partie loisirs ou tourisme dans laquelle vous allez retrouver se balader ou bouger, peu importe, mais qui va guider le touriste vers les itinéraires. Ah ben, les offres qui seront décrites là-dedans, ah ben, elles peuvent provenir de Pivot. Enfin, elles proviendront d'une manière ou d'une autre de Pivot, mais je veux dire, si vous connectez votre site à Pivot, ben, vous aurez le listing qu'il y a dans Pivot, en fait. Donc, vous allez encoder votre balade avec l'image dont je parlais juste avant. Donc, si vous mettez une image, ben, dans la liste de vos itinéraires, vous aurez l'image. Ce sera plus sympa, plus joli qu'un texte sans image. Et donc, vous aurez une belle présentation, donc avec le descriptif que vous allez renseigner, l'image et également le fichier GPX dont je parlais au début de la présentation, qui vous permettra d'avoir un visuel sympa, joli, peut-être l'image avec une carte et le tracé. Enfin, voilà, pour faire la pub, en fait, pour présenter l'itinéraire. Donc, d'où la nécessité d'encoder dans Pivot. Pour rappel, et comme je l'ai dit, il y a des formations, hein, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la base de données. Des formations sont disponibles. Je ferai un mail récapitulatif en fin de présentation que j'enverrai à Madame Kaisers, qui diffusera l'information. Mais donc, vous aurez les coordonnées du formateur Pivot au sein du CGT. Donc, je disais que le site peut se connecter à Pivot, donc tant pour l'AMT que pour les administrations. Si l'administration communale veut connecter son site à Pivot, on peut trouver un mécanisme pour qu'elle puisse afficher l'offre à partir de Pivot. Donc, ça, c'était la partie encodage. En plus de la formation que vous pourrez suivre, donc c'est les formations que je dis, c'est en fait ça va suivre comme aujourd'hui, hein, ce sera une visioconférence, il y aura le formateur, il va faire un partage d'écran, il va encoder un itinéraire euh, pas factice, mais je veux dire un itinéraire pas pour de vrai, vu qu'il faut pas, mais ce sera un exemple avec tous les cas d'utilisation et vous pourrez rebondir et lui poser des questions. Sinon, à côté de ça, de manière permanente, il y a un tutoriel qui est disponible. Dont je mettrai l'adresse, je vais peut-être le noter également, un tutoriel qui est disponible pour encoder l'itinéraire. En fait, là, ce sont les étapes d'encodage. Si vous avez suivi la formation, vous avez oublié quelques points, ce petit PowerPoint vous permet d'encoder un itinéraire dans Pivot et de passer toutes les étapes en revue. Je vais juste mettre PowerPoint à renvoyer, comme ça je n'oublie pas. Encodage Pivot. Donc voilà, c'est pour dire que il y a et les formations en live pour de vrai avec un formateur et également un contenu ici, un support, une documentation qui vous permet d'encoder dans la base de données. Et une fois qu'on a encodé tout ça, donc la base de données, comme j'ai dit, connectée sur le site de la maison de tourisme et des autres, il y a de la promotion qui s'effectue. Et c'est également sur Visite Wallonia, donc le site de WebET, de Tourisme Wallonie, en fait, la vitrine principale de la Wallonie pour tout le monde en matière de tourisme. Et donc, ce site va également prendre les informations de Pivot. Donc, ce sera voilà, du gagnant, enfin gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous aurez la promotion sur votre site local. Je prends l'exemple de la commune, enfin, je reviens encore sur Amé. Voilà. La commune d'Amé, sur son site, elle peut avoir la pub de ses itinéraires. Certains itinéraires peuvent remonter sur la maison de tourisme également. Il y a sûrement une sélection, un filtre que vous prendrez le soin d'appliquer. Et en plus de ça, sur Visite Wallonia, il y a également des filtres et il y a des itinéraires qui remontent. Donc vraiment, Pivot va vous permettre d'avoir une grosse diffusion, une grosse visibilité au niveau de vos produits touristiques sur le territoire. Michael, je peux juste... Oui, vas-y. Juste une précision, donc les avantages de Pivot, enfin là tu les as bien décrits. Je voulais juste insister sur les inconvénients de ne pas procéder de la sorte parce qu'on ne se rend pas toujours compte. On a beaucoup insisté avec Michael depuis le début de l'année dans le cadre justement de la requalification de l'offre vélotourisme. La nécessité d'encoder à un seul endroit, c'est pas qu'on veut vous vendre le produit Pivot, hein. C'est l'idée, c'est que vous économisiez aussi votre travail. Si vous n'encodez qu'à un seul endroit, une seule fois, étant donné que tout part de la base de données régionale, que ça s'appelle Pivot ou même autrement dans le futur, tout part en fait de la base de données Pivot. Donc les flux, en fait, l'encodage ne se fait qu'à un seul endroit.
La mise à jour ne se fait qu'à un seul endroit. Les points d'intérêt en fait que vous pouvez emporter sur votre itinéraire sont mis à jour aussi systématiquement dans la base de données pivot. Donc vous ne vous occupez pas de la mise à jour des hébergements, des attractions, des sites en fait qui valorisent votre itinéraire. Tout ça se fait en fait par les opérateurs qui ont accès à la base de données pivot, en l'occurrence la Maison du Tourisme. Les flux sont envoyés donc automatiquement vers Visite Wallonia. Le danger de ne pas encoder dans Pivot et d'encoder par exemple sur une application telle que Circuit, CityTrail, etc. Il y en a d'autres, hein, ou même des bases de données locales, c'est que vous allez vous priver de toute une vitrine et une visibilité telle que Visite Wallonia déjà, mais d'autres en fait, puisqu'on envoie les flux automatiquement vers le site du Ravel, vers le géoportail de la Oui, Wallonie. juste oui. Il y a plusieurs partenariats en fait. Donc le CGT a des partenariats avec d'autres plateformes qui vous donnent en fait automatiquement une visibilité que vous ne pourriez jamais avoir vous si vous leur encodez ça en local au local. Donc soit vous encodez dans votre base de données locale ou sur une application parce que vous trouvez ça sympa, etc. On vous a vendu un produit, mais alors vous vous enfermez. Votre produit restera enfermé et il restera local. Si vous l'encodez à un seul endroit, donc dans Pivot, étant donné que tout part de là, il suffit, comme l'a dit Michael, d'ouvrir et fermer les robinets, donc les plugins. Et c'est évidemment une facilité. Donc on insiste. On sait que beaucoup de maisons de tourisme ont encodé dans des applications telles que Circuit ou vous travaillez aussi. Là, vous avez un, même deux gars, je pense, sur votre territoire qui sont aussi des concepteurs d'itinéraires qui viennent avec des idées, des conceptions et de l'argent aussi, hein. Donc chez vous, vous avez une grande étendue. Vous avez vraiment cette richesse d'avoir des parcs naturels, enfin en tout cas des galles, etc. Donc gardez bien ça en tête quand vous allez travailler avec d'autres partenaires. Surtout rappelez-leur la nécessité de ne pas encoder dans une base de données locale, mais dans Pivot. Parce que Pivot, ça va rester. Dans 10 ans, la région ne va pas mourir, hein. Quand les fonds européens seront finis, le GAL n'aura plus d'argent. Moi, si vous avez encodé, enfin, si en tout cas c'est encodé en local, c'est perdu. Si l'application que vous voulez, avec laquelle vous travaillez, ou le logiciel avec lequel vous travaillez pour afficher vos itinéraires fait faillite, ou vous dites, tiens, il y en a un, j'aimerais bien bosser avec, il est quand même beaucoup plus moderne, et vous choisissez de travailler avec un autre opérateur, moi, je ne sais pas comment vous allez récupérer vos données. Donc, l'idée, c'est beaucoup plus sécurisant. Vous ne faites le travail qu'une seule fois et vous gagnez en visibilité si vous l'encodez dans Pivot. C'est vraiment le message qu'on veut porter. C'est pas qu'on veut vous vendre à tout prix Pivot, mais c'est vraiment dans votre intérêt. Et toutes ces interconnexions, on ne les voit pas toujours, mais vraiment, elles sont là. Alors, si après tout, enfin, on vous noie d'informations, si à un moment donné, vous êtes perdu, demain, après-demain, aujourd'hui, vous redonne un coup de fil, hein. On peut vous le répéter, vous le réexpliquer. Mais donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'asseoir l'autorité de Pivot, mais surtout son utilité. Enfin, vraiment, c'est là pour vous. J'ai fini, je repasse la main. Oui, mais exactement, j'aurais pas dit mieux. En fait, j'avais peut-être zappé ce point, enfin, pour dire que c'est vraiment très important d'encoder dans Pivot. Comme l'a dit Catherine, si vous avez une application qui peut être plus facile d'utilisation, je ne sais pas, mais pour d'autres raisons peut-être, c'est quand même bien de l'encoder une fois dans Pivot. Et puis que ce soit enfin, n'importe quelle application hein, qui va. Donc, elle a donné l'exemple de Circuit, CityTrail ou autre, Marando. Enfin, il doit y avoir quelques applications. Mais ces applications peuvent se connecter à Pivot de toute manière. Donc, si vous voulez utiliser ces applications pour présenter votre offre, il n'y a pas de souci, mais encoder l'offre dans Pivot et ces applications peuvent se connecter à Pivot. Je veux dire, Pivot, c'est une base de données, en fait, c'est juste ça, et elle peut envoyer les données vers n'importe qui. Par contre, si vous encodez ailleurs, comme l'a dit Catherine, il faudra encoder dans Pivot. Veut dire Pivot ne va pas aller chercher les informations de votre application. Voilà, ça peut s'avérer important. Enfin, c'est très important même, mais je veux dire, ça peut s'avérer un peu embêtant quand on n'a pas eu le réflexe d'encoder dans Pivot, parce qu'il y a un travail d'encodage assez fastidieux qui en découlera par la suite. Donc voilà, vraiment, base de données unique encodée dans Pivot via le code que je vous enverrai une fois que l'itinéraire est reconnu. Et enfin, ici, je parle d'itinéraire reconnu. Ceci dit, dans Pivot, il y a également des itinéraires non reconnus, dans le sens où nous reconnaissons ici des itinéraires touristiques permanents, balisés. Permanent, en fait, le caractère permanent, il vient à partir de 10 jours. Donc, quand un itinéraire existe 8 jours, qu'il a été balisé pendant 8 jours, il n'est pas reconnu par la région, il n'est pas permanent. Voilà, et c'est enfin, j'ai donné le mauvais exemple. Ici, permanent, c'est 10 jours, pardon. On va peut-être oublier ça. Mais je veux dire, dans Pivot, il peut également y avoir des balades qui ne sont pas balisées, que vous pouvez parcourir, par exemple, le tour des églises de Oui, je ne sais pas, j'invente complètement, mais il n'y a pas de balise, mais
vous avez un fichier GPX qui permet aux touristes de se guider, mais cette balade, vu qu'elle n'est pas balisée, bah, elle n'est pas obligatoirement, elle ne doit pas être reconnue entre guillemets, mais c'est un chouette produit touristique, disons, et vous voulez en faire la promotion. Bah, du coup, vous pouvez l'encoder également dans Pivot pour l'afficher sur votre site web. Donc, c'est pas uniquement des reconnus, hein, évidemment, même si quand c'est reconnu, ben, on est sûr que ça a fait toutes les étapes. Quand je dis étapes, ben, c'est, vous l'avez conçu en bonne et due forme, le DNF, le cas échéant, si sa forêt a été contacté, etc., etc. Mais Pivot héberge les deux types. Et évidemment, voilà, moi, je vais calquer ma présentation sur les reconnus. Donc, une fois que c'est balisé, ça devient reconnu. Balisé permanent, je veux dire. Parce qu'on ne peut pas baliser comme ça sans passer par la région. Le balisage comme ça des itinéraires, il est régi et ça doit passer par ici. Euh, Moi, j'ai déjà, enfin, ou déjà ou pas, mais voilà, j'ai fini ma présentation ici. Je l'avais calqué sur les 4 aspects, donc conception, reconnaissance, balisage et la promotion de l'itinéraire. Voilà, place à vos questions ou alors à vos remarques et je vais peut-être arrêter la présentation ici. Michael, tu as une main levée. Oui, c'est moi, donc c'est Elodie de la Maison du Tourisme. Voilà, moi j'ai une petite question par rapport à la requalification de l'offre VTT. Tous les itinéraires qui sont déjà balisés avec le vélo, qu'il soit rouge, vert, peu importe, vont-ils devoir être rebalisés au moment où ce sera passé dans la réforme? Je suis désolé, vraiment, le son n'était pas très bien chez moi. Est-ce que vous pourrez répéter? Ah ben, Oui. enfin, Madame demandait si il fallait rebaliser les itinéraires qui étaient balisés avec celui qui va devenir obsolète dans quelques mois. Ben, non, parce que de toute façon, oui, je dirais, ce sera judicieux à un moment donné de passer au plan B, de se poser la question, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tiens, quelle est mon offre actuelle? Je vais mettre ma caméra peut-être parce que là, vous parlez à des initiales, c'est pas sympa. Voilà. Donc, quelle est mon offre actuelle? Est-ce que je ne ferais pas mieux de requalifier en tout cas mon itinéraire? Et on va en fait au-delà du simple balisage, de la pose de balise. Donc ici, nous, avec Michael, on est en train de revoir le code. Pour l'instant, l'élément qui nous bloque, c'est ces fameux 8 ans. Donc vous avez reçu à un moment donné de la région une subvention qui vous demande de garder l'itinéraire en l'état pendant 8 ans. Donc ces petits éléments, on va devoir en fait trouver un mécanisme pour passer au-dessus. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est vrai qu'on vient avec des nouvelles balises, une requalification de l'offre VTT. Donc pour les nouveaux projets, c'est facile, hein. Tout le monde va s'engouffrer soit dans le projet pilote, soit début d'année, ce sera dans le code et ce sera les nouvelles balises. Donc les deux, en fait, les deux projets vont coexister, ce n'est pas dérangeant de toute façon. On va envoyer de toute façon les VTTI sportifs plus facilement vers la nouvelle mouture parce que ça leur correspond. Ces balises, en fait, c'est les mêmes balises qu'en France, en Allemagne, donc c'est quelque chose vraiment qu'ils connaissent. Pour les anciens, entre guillemets, les anciennes balises, il y a deux choses qu'il faudra faire. La première chose, c'est analyser, c'est de se dire, OK, vous avez analysé, vous avez fait reconnaître ces itinéraires il y a 2, 3, 10 ans, peu importe. Ça s'appelle du VTT, mais est-ce que c'est du gravel? Est-ce que sur une boucle de 50 km, vous avez une ou deux descentes d'enduro? Donc, il va y avoir un travail d'analyse. Et ça, en fait, on travaille avec Michael à vous aider, à vous accompagner. Ça va prendre du temps, hein. Vous n'allez jamais faire ça en un mois. Donc, il y en a, sur certains territoires, il y en a quand même pas mal, hein. Si vous en avez deux, ça va aller vite. Mais ce qu'on est en train de concevoir, voilà, j'imagine que si vous posez la question, c'est qu'il y en a un petit paquet. Donc, ce qu'on est en train de concevoir, et ça, c'est à la demande aussi du cabinet de Madame la ministre de Valérie Debu, c'est de constituer un comité d'analyse technique. Ce comité va être composé au moins de la Fédération cycliste de Wallonie. Donc, on essaie de trouver des partenariats. Olivier Béard, qui est l'expert cabinet, qui est un VTTiste professionnel, de façon à ce qu'on puisse déjà accompagner les nouveaux projets pilotes pour être sûr que déjà, quand on a l'idée, c'est avant que le concepteur ne commence à se dire, tiens, moi, je vais faire des traces par-ci, par-là, c'est de venir directement en lui disant, fais attention, le VTT, c'est aussi du VTC, du gravel. Donc, conçois bien ton itinéraire parce que recommencer les traces et le projet, mais ça, c'est juste pas possible, hein, on dépense trop d'énergie. Dans un deuxième temps, c'est de se dire, OK, et ça, on va communiquer vers vous de toute façon, mais ça, ce sera dans le courant des mois qui vont arriver. OK, on a un parc d'itinéraires VTT ancienne mouture. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, c'est de phaser le travail, de se dire, OK, on va vous accompagner
Ça va prendre du temps en fonction des priorités. Puis il y a des territoires qui sont un peu plus mûrs que d'autres, qui ont des réserves de personnel un petit peu plus importantes. Et bien se dire, OK, si vous êtes mûr, vous dites, OK, moi j'ai vraiment la volonté de, on commencera par les opérateurs qui sont un peu plus prêts en tout cas à s'attaquer au travail, parce que ce ne sera pas juste coller des autocollants, des nouvelles balises, ce sera vraiment de qualifier l'offre, de vérifier les traces. Il faudra peut-être même recréer de nouvelles boucles. Donc, le travail est un petit peu plus conséquent. Et alors, il faudra passer outre ces fameux 8 ans, parce que sinon, vous risquez d'être en dehors des clous. Donc ça, en fait, c'est le travail qu'on est en train de faire avec Michael, de voir un petit peu comment on peut, en deçà des 8 ans, vous permettre de requalifier votre offre, de rentrer dans la nouvelle mouture et d'avoir vraiment un projet tip-top et de vous accrocher alors à ce qui sera le nouveau code. Mais ça, ce sera... Voilà. Mais ça, on ne vous laissera pas dans le maquis, hein. On va quand même Oui, vous moi, c'est accompagner. surtout au niveau de la confusion éventuelle par rapport aux balises. Parce que s'il y a des triangles avec les deux ronds rouges, ben, ça risque peut-être d'avoir une confusion avec les nouvelles balises. La seule distinction, ce sont les lettres présentes dedans. Alors, les Donc, couleurs c'est sont vrai que niveau inversées. communication, il va falloir qu'on soit attentif à ça. Attention que les couleurs sont inversées, donc ce ne sont pas exactement les mêmes balises. Donc c'est vrai que dans la communication, il faudra faire attention. Maintenant, rares sont les VTTistes qui s'amènent sans avoir vérifié sur le site, peu importe. Ils s'amènent avec leur VTT au début de la formation en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? En général, c'est un usager qui se Oui, ils prépare. savent. Voilà. Ou alors, ils ont carrément créé les traces pirates et ils suivent ce que l'autre a publié. Ça me fait peur, hein. Mais de toute façon, ils sont préparés. Donc, c'est un public qui a trouvé l'information quelque part. Et donc, soit c'est un VTTiste, entre guillemets, sportif, un petit peu plus professionnel. Là, directement, il va reconnaître les balises. Donc, c'est les mêmes, hein, de rond et de triangle. Les couleurs sont juste inversées. Donc, vous avez les couleurs à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc, ça, il va reconnaître la balise. À vous, quelque part, de bien indiquer, donc pour les nouveaux projets pilotes, le niveau de difficulté, le trajet, les trajets PX, etc. Le VTTiste de loisirs, quand il va voir ça, niveau de difficulté facile, voire moyen, 2 descentes enduro technique, il va se dire, oui, je vais pas faire ça avec mon gamin de 7 ans, c'est vrai que c'est un petit peu... Et donc, il va aller rechercher autre chose chez vous. Donc, vous inquiétez pas, les balises sont les mêmes, les couleurs sont inversées. Et alors, il y a ces deux sigles, effectivement, donc gravel, enduro, etc., ces lettres qu'on a mis. Donc, le VTT sportif, il va le reconnaître, ça, vous inquiétez pas pour lui, il va directement foncer. Il va retrouver, en fait, il va s'y retrouver. Le VTTiste de loisir, là, c'est vrai qu'il va, si le descriptif est bien fait, c'est pour ça que Mickaël a bien insisté, descriptif commercial, trajet PX, etc., ça, il faut vraiment que ce soit super précis. Là, il va tout de suite voir, bah, non, c'est pas pour moi, ou oui, c'est pour moi. Et ces itinéraires VTT de loisirs que peut-être un public plus familial utilise actuellement chez vous, ça va peut-être se requalifier en gravel. C'est peut-être pas vraiment du VTT. Et donc le gravel, on va dire, c'est du VTT en fait avec des gros pneus, mais c'est pas, il n'y a pas d'adrénaline là-dedans. Donc, et ça va se faire petit à petit. Donc, vous inquiétez pas, le VTT sportif, il va foncer direct sur les nouvelles balises, ou alors il va être très attentif au descriptif niveau de difficulté. Et alors, le VTTiste de loisirs, quand il va voir, si à un moment donné, vous avez des projets pilotes et des nouveaux circuits, il va se dire, ouf, non, c'est pas pour moi. J'ai vu qu'il y avait du VTT, et ça, c'est là qu'il faudrait effectivement indiquer un descriptif, quitte à, dans Pivot, dans l'encodage, si vous avez peur de cette différence, c'est tout ce qui est ancien balisage VTT. Si vous connaissez en fait votre produit, si vous vous dites, maintenant, ça correspond pas au VTT sportif, j'ai peur de l'emmener là-dedans, il va s'embêter, il risque de publier aussi des mauvaises choses hein, sur les réseaux sociaux. C'est plutôt des trajets pour le public famille, ça ressemble plus à du gravel. Ajoutez le descriptif. Ajoutez-le dans le descriptif commercial, trajet VTT à destination d'un public plutôt famille. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut effectivement ajouter. Et l'avantage, c'est que si vous l'encodez dans Pivot, comme on envoie le flux automatique, comme l'a dit Michael, on envoie le flux automatique sur circuit et c'est publié sur Visite Wallonia, eh bien WebT va récupérer l'info aussi. Donc c'est vrai que l'idée, c'est l'information en amont, elle doit être bonne. Donc ce qui est encodé dans Pivot. Après, vous inquiétez pas, on n'a jamais eu aucune plainte du VTTI de loisirs sur les circuits VTT. Par contre, on a des plaintes et des mécontentements du VTTI sportif qui ne s'y retrouve pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, tout ce que vous avez créé pour l'instant, bah, on n'a jamais eu de plainte, hein. Donc, jusqu'à présent, c'est que ça correspond, mais plus à un public de loisirs. Donc là, moi, je ne m'inquiète pas. Et le public de loisirs, quand il va voir les projets pilotes et comment c'est décrit, il va tout de suite voir qu'il y a de la technique derrière. Il va peut-être se dire, ouais, c'est génial, mon fils de 8 ans, il est dans un club sportif, on va bien s'amuser. Ou, non, non, c'est pas pour moi, je vais aller chercher autre chose. Donc, voilà, je n'ai pas inquiet parce que les deux balisages peuvent franchement coexister un certain temps. L'idée, c'est d'avoir vraiment un bon descriptif. C'est ce qui nous manque. On a remarqué dans le cadre de la qualification de l'offre vélo, donc pas que le VTT, le vélo de loisir aussi, c'est qu'on n'avait pas toujours un bon descriptif commercial. Donc ça, faites bien attention. À partir de janvier de cette année-ci, on l'avait déjà annoncé lors de nos webinaires et nos rencontres avec les maisons du tourisme, on l'avait déjà prévu pour le mois de juin, mais vu les circonstances, le travail que ça demande, les inondations aussi qui ont impacté pas mal de maisons du tourisme, on a postposé cette mesure à janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les itinéraires vélo, peu importe, hein, donc le VTT est dedans, qui n'auront pas au moins une trace GPX, un descriptif commercial et une image associée, ils seront dépubliés sur page C. Hein. Ça veut dire qu'ils ne s'afficheront plus en fait sur les sites internet. Excusez-moi 2 secondes. Bientôt, vous n'allez plus me voir. Ils ne s'afficheront plus sur les sites internet. On va en fait tout simplement les dépublier parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de qualité minimum. Oui, ça, on a revu, nous, le listing pour le territoire Terre de Meuse, donc c'est en ordre de notre côté. Ok, mais ça, c'est super. Donc déjà, il y a toute une série d'itinéraires qui ne disposeraient pas de l'information minimum, donc qui risqueraient effectivement d'être un danger hein, pour l'usager. Tout cela, à partir de janvier, et on va encore le répéter, ils vont être dépubliés. Le temps que la maison du tourisme, l'opérateur, hein, le concepteur, puisse en tout cas ajouter les éléments manquants. Donc ici, il faudra, si vous avez fait le travail, ne vous inquiétez pas. Il n'y a jamais eu de plainte pour le parc disponible actuel, vraiment. Il y a par contre des souhaits qui ne sont pas rencontrés par la discipline sportive, mais lui, il va s'orienter tout doucement vers les nouvelles balises. Et là, il y a une communication qui est organisée avec Olivier Béard qui travaille dans les différents clubs VTTistes. Et là, vous inquiétez pas, le message, il est passé. Eux, ce qu'ils attendent, c'est les nouvelles balises. Donc, vous inquiétez pas, plus les semaines vont passer, moins on aura de VTTI sportifs sur des itinéraires VTT ancienne mouture. Parce que de plus en plus, le VTTiste va savoir qu'on est en train de créer un produit pour lui et il va se diriger vers ce nouveau produit. Donc, d'où l'intérêt de créer des nouvelles traces avec la nouvelle mouture, mais pas créer pour créer hein, de toute façon, mais ça, on vous accompagnera. Et plan B, de requalifier votre offre actuelle. Mais ça, vous inquiétez pas, on est en train de mettre sur pied un mécanisme pour vous accompagner, parce que c'est quand même un sacré boulot. C'est une discipline à part entière. Hein. Voilà, on sort un petit peu du giron touristique. Donc là, on va vous accompagner. Mais on communiquera vers vous dans les semaines qui arrivent. Ça va, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois une main, mais je ne sais plus. Oui, monsieur Pétré, Jérôme Pétré, oui. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Voilà. Donc moi, je travaille pour la commune de Burdines et nous avons remarqué l'envie autour du VTT ici, début de l'été. Donc nous avons mis en place 3 parcours de VTT qu'on a mis permanents, on a balisé, etc. Et on voulait savoir si c'était possible de les faire reconnaître par la suite. Parce que voilà, on a fait une activité, un mois du sport, où on a mis en avant justement le VTT. Et voilà, savoir si on pouvait faire reconnaître ces parcours. Oui, c'est possible. Bon, on a déjà eu ce genre ce cas de figure. Voilà, une fois que des itinéraires qui n'étaient peut-être pas censés être permanents et qu'ils ont bien plu et du coup ils veulent, il faudrait procéder. Enfin voilà, il y a un souhait de procéder à la reconnaissance. C'est possible. La construction du dossier, même si c'est déjà balisé du coup, mais elle est toujours valable, c'est-à-dire dans le sens où il faudra quand même compléter le formulaire, bien décrire l'itinéraire, disposer d'un tracé, d'un fichier, le fameux fichier GPS, GPX. Par contre, le balisage ici, vous avez parlé d'un circuit, d'un itinéraire VTT. Le balisage, ça va tomber sous le coup du projet pilote, je veux dire, si c'est du VTT. Et donc, comme je l'ai démontré tout à l'heure, enfin exposé plutôt, voilà, ça dépend. En fait, si vous vous faites reconnaître aujourd'hui, enfin la semaine qui vient, vous tomberez sous le coup du projet pilote. Donc, avec toutes ces applications qui en découleront, notamment l'acquisition de balises sur fonds propres. Mais là, c'est déjà balisé, mais ce ne sont pas les balises nouvelles, je veux dire nouvelles moutures. Non. Donc, il faudra se mettre
aux normes. Sinon, il n'y a pas de frein à la reconnaissance. Je dis, voilà, si vous pensez disposer d'un bon produit touristique, on peut tout à fait procéder à cela, oui. D'accord. On peut commencer par vous aider à l'analyser, de voir un petit peu le produit réel dont vous disposez. Enfin, si vous avez fait un événement qui l'a plu, à mon avis, au niveau de la pertinence du produit, on y est, mais de voir un petit peu effectivement ce que c'est gravel, descente enduro, machin, etc. Donc voilà, soit vous le faites tout de suite parce que vous sentez qu'il y a un potentiel, vous pouvez encore capter un public, mais sous fonds propres. Alors, il faudra débaliser à vos frais parce que là, si vous avez laissé traîner des balises qui n'ont rien à voir avec ce que la région propose, faites attention, si c'est pas sans forêt, le DNF va pas être content. À un moment donné, il va vous retomber sur le dos. Parce qu'ils sont au courant des balises projet pilote. Donc, ou alors vous patientez courant de l'année prochaine pour rentrer dans le nouveau code et là, vous patientez. D'accord. Et ici, on a donc comme projet pour faire un parcours 102 km qui part sur plusieurs communes autour de chez nous. On a déjà les accords de toutes les communes, mais la personne qui nous aide pour baliser et créer le parcours, etc., ben, lui, il est à fond dans le projet et il a envie que ça avance et que ça aille vite. Et donc, on voulait aussi savoir si on pouvait déjà faire ce parcours aussi et le faire reconnaître plus tard comme les autres. Enfin, j'imagine que vous passez forcément, vous passez en forêt. La seule chose qui nous dérange, c'est nous, on pousse tout projet, toute belle initiative quand c'est bien construit. Enfin, nous, on est ravis parce que ça répond vraiment à la demande. Pourquoi on évite de donner le feu vert sans reconnaître le produit? Bah, comme l'a dit Michael, ce sont les autorisations de passage. C'est vraiment super touchy. Donc moi, je participe aux tables rondes. Je vous assure que c'est assez tendu. Les associations environnementalistes, les associations qui défendent effectivement la randonnée pédestre, enfin, tout le monde est bien gentil autour de la table, mais c'est vraiment limite. Donc, c'est pas qu'on est assis sur une poudrière, mais c'est quand même un peu le cas. Donc nous, on est un petit peu plus rassurés quand ça rentre, on fait dans un processus de reconnaissance parce que toutes ces autorisations, on les a. On sait que vous avez discuté avec le DNF et qu'on a ce côté apaisant. On a déjà dû effectivement faire modifier des itinéraires parce que la boucle passait là où il ne fallait pas. Donc nous, ça nous rassure pour ne pas effectivement, et là, ça ferait vraiment mauvaise presse, et je vous assure que la presse est au taquet, c'est d'avoir malheureusement, je ne peux pas ici, ouvertement et oralement, vous dire oui, oui, si votre projet il est super, allez-y, enfin, faites la pub de 100 km d'itinéraire. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas où vous passez, je ne sais pas si vous disposez des autorisations nécessaires. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ce que Michael vous a proposé, c'est déjà en fait prendre connaissance des formulaires et déjà en fait le remplir. Vérifier si ce tracé correspond déjà à la réalité. Le dossier technique qu'on va vous envoyer par la suite, il va vous expliquer exactement ce que c'est chaque discipline, la nécessité d'avoir tel revêtement, le niveau de difficulté. Donc déjà, il faut que votre produit, avant d'être reconnu, il corresponde à la réalité technique. Si effectivement, faites-le même en brouillon, prenez ce formulaire, remplissez-le, vérifiez en fait ce qui manque, et après on peut même se voir avec Michael, on se fait une réunion, et vous lui dites, voilà, moi je pense qu'effectivement je suis vraiment, j'ai les autorisations du DNF, je ne passe pas en propriété privée, tout est bon, mais je souhaite m'arrêter là parce que je ne veux pas baliser sous fonds propres. Ben, pourquoi pas? Nous déjà, on est rassurés. Il y aurait déjà un dossier qui serait rendu. Sinon, autant de kilomètres de balisage sans les autorisations, ça va être un peu compliqué. Au moins, faites la démarche de remplir le formulaire, vérifiez si vous rentrez bien dans les niveaux techniques et les autorisations. Ça serait quand même un peu plus rassurant. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'on sait savoir plus ou moins combien de temps ça prend pour une reconnaissance et d'avoir déjà les premiers retours par rapport à ces formulaires? Bah ça va vite, c'est le temps que vous allez mettre à remplir. Oui. Et ça dépend si vous avez déjà les autorisations de passage. Après, voilà, c'est le rôle de Michael, je te laisse prendre la main, mais Ça peut, disons, aller relativement vite. Donc, bah, si le cantonnement du département nature et forêt est contacté dès l'entame du processus, évidemment, bah, ils seront au courant du projet. Une fois que le formulaire arrivera chez moi, je dois aller contacter le quartier général qui va donc consulter le cantonnement local concerné. Donc, s'ils ont déjà eu vent de ce projet, ça peut aller relativement vite. De toutes les manières, le DNF dispose de 45 jours ouvrables pour me rendre un avis.
Donc, une fois que je leur envoie une demande d'avis de passage, ben, ils disposent de 45 jours ouvrables. Mais ça, c'est le délai théorique, hein. J'ai des retours qui sont assez rapides, vraiment même pas une semaine. J'ai des retours qui prennent le temps. Mais évidemment, comme je l'ai dit, donc si vous faites ça avec eux, donc si vous les contactez dès l'entame, mais pour dire je vais passer par là, par là, par là, est-ce que ça va? Ça peut aller assez vite. Maintenant, je vais parler en termes de délais légaux, mais donc j'avais dit 45 jours ouvrables pour le DNF. Moi, en tant qu'administration, en tant que, oui, donc le CGT légalement dispose de normalement 6 mois pour vous revenir. Mais je vous rassure, ça ne va jamais jusque-là. Donc si vraiment je reçois le formulaire, enfin voilà, vous savez, c'est difficile de s'exprimer, mais je veux dire, ça peut être plié en 15 jours comme ça peut être plié en 30 jours. Soit le DNF est assez réactif, il me répond après une semaine. Moi, mon boulot, il consiste à analyser le tracé sur base du fichier GPX, le regarder sur une carte avec des autres couches, comme je vous l'ai montré en début de présentation. Moi, c'est un autre outil, mais le principe est le même. Donc, je regarde où ça passe pour regarder s'il y a un peu touristique ou pas. Enfin, après, c'est votre rôle déjà d'apporter la couche tourisme, mais voilà, je check, entre guillemets, je vérifie. Et après, j'encode dans Pivot. Donc, voilà, ça peut durer 10 jours, comme ça peut durer allez, 1 mois et demi des fois. Après, une fois que si le DNF n'est pas concerné, ça va encore plus vite. Parce que voilà, c'est juste le CGT, la région, ici, moi, avec ma collègue, on regarde. Ça peut aller assez vite. Mais ici, pour redonner une idée du délai, comme je l'ai dit, c'est conditionné. Est-ce que vous êtes avec le DNF? Si vous avez contacté le DNF et qu'ils sont d'accord, ben, il faut prendre une moyenne de 1 mois pour être voilà, pour être prudent. Après, vous serez surpris positivement si ça va plus vite. Mais après, si ça ne passe pas en forêt, je pense qu'en 2-3 semaines, c'est réglé. Mais je vous rassure, ça va plus vite des fois, hein. Mais je préfère donner ce genre de période, comme ça, voilà, je suis un peu prudent pour ma part et ça tourne aux alentours d'1 mois maximum. Voilà. D'accord, merci. Monsieur Houbard, Oui, effectivement. Donc, Marc Houbard, Maison du Tourisme, Terre de Meuse. Il faudrait que Monsieur Pétré nous contacte, nous, la Maison du Tourisme, concernant tous ces itinéraires, parce qu'en fait, avant de rebaliser des choses, il faudrait connaître les historiques des dossiers. Donc, en fait, dans les parcours qui ont été rebalisés cet été par la commune de Burdine, il y en a un qui est déjà reconnu, hein. C'est un VTT de 37 km, ils en ont rajouté. Ils veulent en rajouter un de 100 km. Il faut savoir que sur le territoire, il existe déjà de nombreux parcours qui sont balisés et qui sont entretenus, que donc leur combinaison, quelque part, permettrait de faire des VTT de 100 km, de 105 km. Et effectivement, j'attire l'attention de la commune sur la nécessité de bien obtenir des autorisations de passage qui soient pérennes, parce que justement sur le VTT 37, qui pourtant est reconnu, nous avons eu des problèmes, et il y a des problèmes de sentiers qui maintenant ne sont plus permis par les propriétaires. Il a fallu faire des déviations par des routes. Donc vraiment, vraiment, ce que je conseille à la commune de Burdine, c'est effectivement de s'adresser au CGT, mais aussi à la Maison du Tourisme pour tous ces nouveaux parcours, parce que d'un côté aussi, une fois que les parcours sont faits, c'est nous qui en faisons la promotion. Donc vraiment, on aimerait être plus partenaires. Moi, si je peux me permettre, je vais même appuyer ce que vous venez de dire, Monsieur Aubard. Ce n'est pas conseillé, c'est obligatoire. Donc, je rappelle ce que Michael a dit ici dans sa présentation, c'est que dorénavant, aucun formulaire de demande de reconnaissance itinéraire ne pourra passer directement via l'opérateur. Ça doit passer par la Maison du Tourisme pour justement, effectivement, avoir cette vision de touristique globale, ce territoire élargi. On le sait, en fait, nous, on le vit au quotidien avec Michael. Il y a de très belles initiatives de la part de communes. Et parfois, en fait, c'est normal, c'est ainsi. Une commune a cette vision, en fait, de territoire plus petit et n'est pas censée savoir, ça dépend un peu quelle synergie, en fait, s'opère sur le territoire. Vous n'êtes pas censé toujours savoir ce qui se passe dans la commune à côté ou encore à côté, voire même des projets. J'ai parlé des Galles tout à l'heure, il y en a. Il y a des itinéraires, en fait, qui sont créés aussi par les parcs naturels. Il faut faire attention parce que dans le travail que Michael va aussi opérer, il y a ce travail de vérifier les couches. Donc, nous, ce qu'on va vérifier aussi, c'est est-ce que vous avez demandé l'analyse à la Maison du Tourisme? Alors, vous n'aurez pas ce rôle de sanctionnateur, hein.
c'est un avis que la Maison du Tourisme va remettre. C'est une discussion qui va s'opérer avec nous, avec la cellule itinéraire. Si effectivement on s'aperçoit qu'il y a trop de couches, ça ne correspond pas au développement économique et touristique local, on va effectivement vous demander de revoir les traces, voire d'essayer en tout cas d'utiliser les traces existantes. On va aussi nous vérifier, parce qu'on le sait, les autres projets qui existent à plus grande échelle, et on va superposer tout ça. On va l'analyser, on va voir s'il y a une opportunité touristique derrière. Parce que je vous rappelle que l'idée, c'est de moins mais mieux baliser. Donc on va effectivement, donc il y a un travail d'analyse, donc c'est pas juste, enfin voilà, Mickey, il ne reçoit pas le dossier, met un tampon dessus, ça part au DNF. Il y a quand même un travail derrière d'analyse, de discussion. L'idée, c'est d'avoir une certaine efficacité, de répondre à une réelle demande. Donc voilà, c'est pas suggéré, c'est une obligation. Vraiment, on demande à ce que chaque concepteur se réfère à sa maison du tourisme, puisse discuter. Et ces discussions, ça peut se faire avec nous, hein. Donc on le fait régulièrement, hein, des réunions avec le concepteur, la maison du tourisme et nous. Ça peut se faire dans un autre cadre qu'ici, hein, mais on peut refaire une réunion par la suite. Ça, c'est le modèle que vous voulez, mais ça, c'est vraiment nécessaire. D'accord, merci. Je vais me permettre d'apporter une petite précision parce que j'étais en train de parcourir le PowerPoint tout à l'heure. J'ai parlé après la reconnaissance d'un itinéraire, j'ai parlé des subventions, mais je n'ai abordé que la subvention en matière de balisage. Pour vous dire également que vous pouvez également produire des cartes de promenade et des descriptifs qui vont justement faire la promotion des itinéraires. Et c'est également subsidié. Je veux dire, voilà, les cartes de promenade, c'est subsidié par décimètre carré de fond de carte, donc en fonction du fond de carte, pardon. Donc, c'est 60 € par décimètre carré de fond de carte. Donc, ça, voilà, il y a des formulaires ad hoc également pour ça. Et les descriptifs également qui peuvent se décliner sous plusieurs formes, hein, un flyer, un topo guide, enfin, pas n'importe quelle forme, mais je veux dire, il y a plusieurs dérivés, on va dire. Et c'est également possible. Donc, si vous avez une réserve, pas une réserve, mais un stock de cartes de promenade, enfin, que vous voulez le mettre à jour pour diverses raisons, si vous n'en avez plus, si elles sont très vétustes, vieilles, qu'elles ne sont plus pertinentes, je vais dire, c'est également possible. Voilà, après, c'est comme ça, vous avez l'information complète. C'est également donc, carte et descriptif de promenade pour les itinéraires reconnus et balisés, du coup. Voilà. Je venais d'y penser, comme ça, c'est complet. Parfait. Évidemment, les Maintenant, questions. monsieur... Oui, pardon. Oui, juste pour dire Monsieur les questions Pétré... par mail, vous pouvez revenir par après également. Mais voilà, pardon, Catherine, vas-y. Non, pas de souci. Je voulais juste ajouter, si vous voulez procéder à une analyse de votre produit, mais ça, on peut vous mettre en contact avec Olivier Béard, hein. Donc, c'est pour l'instant le seul membre du comité d'analyse technique. Le pauvre, il fait le job à lui tout seul. On va étouffer ce comité. Mais vraiment, il peut effectivement reprendre contact avec vous, aller même le tester, vérifier un petit peu si ça correspond déjà à l'idée que nous avons de la nouvelle mouture du VTT, ou s'il y a lieu de modifier certaines traces. Et ça peut se faire en collaboration effectivement avec la Maison du Tourisme. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, on est là pour vous aider au niveau de l'administration, mais aussi de la conception de vos produits. D'accord. Je fais ça. Plus de questions. A priori, il n'y a plus de questions. Voilà, de manière, ce ne sera pas trop tard, hein. Je veux dire, on a des contacts par mail, sans problème, par téléphone. Voilà. La Maison du Tourisme est aussi disponible s'il y a des questions ou un besoin d'accompagnement. Voilà, vous le savez. Merci. Pour moi, c'est en ordre, entre guillemets. J'ai fini ma présentation. J'ai donné les informations que je pouvais donner. Si vous n'avez plus de questions, si ça va pour vous, je propose qu'on en reste là. La capsule vidéo, ben voilà, ça fait 1h30 visiblement qu'on enregistre. Je vais l'envoyer à. C'est la première fois que je le fais, mais à mon avis, ça doit être assez simple. Je l'enverrai à Madame Kaysers, donc à la Maison de Tourisme. J'enverrai également les petites notes, enfin les petites informations, donc coordonnées du formateur pivot. Je vous enverrai les coordonnées et je vous enverrai également là où c'est renseigné, comme ça vous avez l'info. C'est sur un site web, il y a toujours des coordonnées. Le PowerPoint que je vais renvoyer. Donc, il y avait l'annexe pour le balisage que j'ai parcouru avec vous. Je vous renseignerai également l'adresse. En fait, tout se trouve sur le balisage.tourisme Wallonie. Il y aura un nouveau site bientôt, mais actuellement, pour faire simple, ce sera sur balisage.tourisme Wallonie. Je vous enverrai le lien. Et au cas où, pour information, comme je vous l'avais dit, les applications qui vous permettent de constituer un fichier GPX
Donc, que ce soit avec votre téléphone en poche ou votre montre, si vous êtes un sportif ou enfin une montre connectée, pas besoin d'être sportif, mais je vous enverrai, j'essaierai au moins d'avoir plusieurs applications telles que Strava qui me vient en tête parce que voilà, des collègues l'utilisent. Mais ce sont des applications a priori gratuites qui vous permettent en marchant, en parcourant l'itinéraire, à la fin, au début, vous faites départ, à la fin, vous faites arrêter et ça vous produit un fichier GPX, le fameux fichier qu'il faudra annexer à la demande de reconnaissance. C'est les informations que j'ai notées. Voilà. Ok, moi j'assure le suivi de mon côté. Ça va. Très bien, Ok, merci à tout le super. monde. Voilà. Je revois ça et passez une bonne journée. Merci beaucoup. À Bonne journée bientôt, à tout le bonne journée tout le monde. monde. Bonne journée.